bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si pour trouver sa propre voix, il fallait en emprunter d'autres? Avec Sophie, on explore les coulisses du théâtre, comment le fait d'incarner un rôle, d'oser entrer sur scène, nous renvoie en réalité à ce qu'on est profondément. Comment le jeu théâtral développe des compétences inattendues, l'écoute, la présence, l'audace, et nous aide à poser notre voix dans le monde, même loin des projecteurs. Derrière le rideau, ce n'est pas qu'un personnage qu'on découvre, c'est aussi soi-même. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Sophie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'accueillir. Alors, on est ensemble pour parler d'un sujet que moi, en tout cas, je trouve très intéressant parce que c'est un très bon moyen finalement de travailler sa voix, mais c'est souvent un moyen qui fait un peu peur. On n'ose pas trop l'explorer. On a souvent un petit peu des a priori, des idées préconçues de ce qu'on peut trouver derrière. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Mais avant de se lancer, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es? Bien sûr, écoute, je suis Sophie Ours-Maisonnave, donc je suis coach et formatrice depuis maintenant 2 ans à mon compte, en intégrant en fait les outils du théâtre pour accompagner les personnes et donc utiliser l'art du théâtre au service de l'évolution des personnes. Et je suis à côté de ça comédienne, donc jeune comédienne, je commence à peine. Ok. Alors, déjà, moi, quand j'ai parlé de ce sujet-là, tout de suite, les retours un petit peu, justement, comme je disais, un peu les idées préconçues, les préjugés qu'on peut avoir, c'est ah non, mais le théâtre, moi, je vais devoir apprendre un texte super long, c'est pas pour moi. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ou est-ce que tu n'es pas trop d'accord avec cette idée? Je peux comprendre qu'il y ait cette première crainte par rapport au texte. Après, ce qui est bien dans le théâtre, c'est qu'il y a différentes approches. On peut aussi faire du théâtre pour le plaisir avec uniquement l'exploration d'exercices, peut-être avec de l'improvisation. Et d'ailleurs, des personnes dont c'est le métier d'être vraiment comédien dans le théâtre d'improvisation. Et il y a aussi cette partie-là, en effet, de texte qui peut être intéressante pour se donner un cadre et en fait improviser et travailler et naviguer dans ce cadre qui est le texte. Donc c'est vrai que ça permet d'explorer quelque chose en s'appuyant sur un texte. Après, ça aussi un challenge ou un défi d'apprendre un texte. On ne fonctionne pas tous de la même façon, donc on peut aussi apprendre sur soi, dans comment on apprend, comment on active sa mémoire. Et moi, par ma formation, il y a récemment, justement, je me suis rendu compte que j'apprenais plus facilement en me mettant en mouvement, en faisant comme du mime, par exemple, de mon texte. Et donc, il y a plusieurs façons et il n'y a pas que cette partie-là dans le théâtre. Mais c'est justement un retour qui, moi, m'a beaucoup fait rire parce que, au contraire de cette réaction-là, moi, je personnellement, en tout cas, aurais été plutôt à l'inverse de « Mon Dieu, l'improvisation, c'est tellement horrible, je ne pourrais pas ne pas avoir de texte. » Et donc, c'est vrai que quand c'est ce retour-là qui est venu à moi en premier, ça m'a fait beaucoup rire. Moi, je préfère la sécurité d'avoir un texte et de ne pas avoir à improviser sur des sujets loufoques. Eh ben, je fonctionne comme toi. Du coup, je fais partie de la team aussi. Oh là là, mon Dieu, de l'improvisation, quelle horreur. Oui, parce que moi, l'impro, c'est vrai que c'est quelque chose. Petit à petit, je me suis un peu confrontée à ça et j'ai pu l'expérimenter et me rendre compte qu'il y avait aussi des cadres qui étaient donnés pour pratiquer l'improvisation. Donc, il y a aussi des choses qui permettent de le faire de façon plus safe ou en tout cas rassurante. Mais je suis un peu partie des gens comme toi où l'improvisation est. Oui, ça veut dire lâcher prise, ça veut dire ne pas savoir où on va, ce qui va en sortir et accepter peut-être le ridicule, l'erreur, tout ce que ça peut amener. Et en même temps, souvent c'est groupe et en collectif. Et en fait, souvent quand même l'intelligence collective est assez forte et ça marche plutôt bien. Ok. Partie de cette team-là aussi. Alors, on a vu un petit peu directement là comme ça les deux extrêmes de ce qu'on peut retrouver comme dans le théâtre au global, parce qu'au milieu de ça, il y a plein de choses qui peuvent s'activer et il y a plein d'outils qui sont à disposition. Peut-être que si on raccroche un petit peu avec notre sujet initial, comment est-ce que ces outils qui sont amenés par l'improvisation, la comédie, en tout cas le fait de jouer et de
changer de contexte, de sortir de son corps et d'être dans le corps de quelqu'un d'autre, va nous aider à trouver notre propre voix. Alors, tu parles de quelle voix? Celle que tu veux. Je te ferai parler de la seconde juste après. Ok, très bien. Et ben, en tout cas, il y a ce côté ça permet en fait de trouver sa propre voix dans le sens où il y a un côté de connexion à soi. Quand on est au théâtre, enfin, quel que soit l'exercice et le contexte dans lequel il est pratiqué, l'authenticité, c'est quand même une des valeurs qui est intéressante. Même si on joue un rôle ou un personnage, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher en soi ce qu'on a en similaire. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il y aura une connexion, soit à l'autre comédien, au partenaire, aussi au public, parce qu'il y aura quelque chose de vrai qui sortira quand même de ce personnage, même s'il est fictif. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté-là de se connaître aussi, d'être vrai sur scène, en fait, et d'être présent avec toute la protection qui va bien quand c'est des thématiques qui sont plus dures, évidemment, pour ne pas non plus après être perméable avec le sujet ou le thématique. Mais en tout cas, il y a ça, il y a se connaître, se découvrir aussi. Et donc, trouver sa voie comme ça pour savoir qui on est et après savoir où on va. Et ça sert comme ça, je trouve. Et alors justement, par rapport à ce que tu dis, comment est-ce qu'on reste authentique si on est en train de jouer, de faire du faux? Comment on fait cette relation entre les deux? Alors moi, je corrigerais, pour moi, c'est pas faire du faux quand on joue. Comment faire du vrai? Pour moi, il y a cette sincérité. C'est aller sur quelque chose qui est proche de nous, ou aller chercher quelque chose, soit une situation similaire, ou en tout cas se reconnecter à quelque chose de proche de soi, pour que ce soit sincère et crédible. Après, je ne sais pas s'il y a une vérité absolue. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'approche aussi. Enfin, il y a des personnes qui sont aussi à peut-être énormément se renseigner sur le personnage, enfin, du coup, être sur de la théorisation. Et d'autres personnes, c'est plus dans l'émotionnel, le ressenti, ou alors se reconnecter à des expériences. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'être vrai sur scène. Et après, ce qui compte, après, c'est vrai que c'est un art qui est particulier aussi. Il n'y a pas de vérité absolue dans le résultat. On peut très bien émouvoir un public, certaines personnes, et puis d'autres vont rester très distants ou pas du tout être touchés par ce qui en ressort parce que c'est pas leur univers, leur esthétique. Donc en fait, c'est ça qui est aussi magique, je trouve, mais ça ne répond pas vraiment à ta question, c'est que tout est possible et en même temps, c'est ça qui est vrai aussi, en fait. Il y a pas quelque chose qui certifie ça, c'est bon, c'est vrai, c'est juste. C'est bon. Donc c'est vrai que c'est un peu inconfortable parce qu'il y a ce côté impalpable de est-ce que ça plaît? C'est aussi se questionner, est-ce que ça me plaît à moi? Enfin, je trouve que c'est intéressant en tant qu'interprète d'être bien connecté à ça. Est-ce que ça me convient? Et ça aussi peut-être l'authenticité, c'est est-ce que ça me convient et comment je me sens par rapport à ce que j'ai pu faire? Et ce qui peut être aussi intéressant dans des métiers d'entrepreneur. Est-ce que je suis moi-même satisfaite de ce que j'ai fait, en fait? Mais je trouve que c'est intéressant, tu viens de dire interprète, donc c'est souvent, on emploie le mot comédien et jouer, mais finalement ça pourrait être interprète, interpréter, et donc c'est prêter sa voix à la personne qu'on est en train d'interpréter du coup. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors du coup, vu qu'on a recollé à notre sujet de la voix, moi j'avais envie de savoir, toi qui accompagnes justement les gens grâce à ces outils, à quel moment ça peut être utile dans nos vies d'entrepreneurs ou pas, hein, qu'on soit en train de créer une entreprise, qu'on ait déjà une entreprise depuis longtemps, qu'on porte un projet quel qu'il soit. À quel moment c'est intéressant de chercher sa voix, de trouver sa voix? Est-ce qu'on peut perdre sa voix? Comment tu réponds à tout ça? Écoute, c'est intéressant, je trouve, dans le sens où il y a à la fois le côté sens propre avec sa voix, le son, pour justement être à l'aise dans les prises de parole en public, potentiellement avec un nouveau métier d'entrepreneur. Il peut y avoir une partie plus commerciale ou promotion qui est intéressante. Et du coup, ces prises de parole peuvent être nouvelles pour la personne. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir bien conscience de comment est sa voix, qui est entendu par la personne, voilà, tout ce travail d'expression en fait et
de projection, si c'est plus avec des conférences, enfin, quel que soit le type de prise de parole. Donc, ça peut être utile pour cette partie-là très concrète et de la voix. Et après, pour la partie plus figurée du chemin, c'est aussi pour être clair sur qui on est, les valeurs qu'on veut incarner, et en tout cas être aligné avec finalement ce qui est important pour soi et ce qu'on veut du coup incarner dans notre posture, dans nos valeurs, dans nos messages, dans le fond en fait. Donc ça permet en fait pour moi de construire et d'enrichir la partie, oui, la forme et le fond au final. Oui. Et alors, est-ce qu'on peut perdre sa voix? Ah, écoute, en tout cas, physiquement, oui, en effet, ça peut arriver. Après, ça peut être un indice de qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je perds ma voix. Des fois, les mots du corps sont intéressants aussi à creuser. Et donc, oui, c'est possible. Et puis, on peut aussi, de façon figurée, être un peu face à un mur professionnellement, plus savoir où on en est et être un peu en perte de sens. Et c'est vrai que les outils du théâtre, en tout cas, comme je les utilise moi pour ce que je propose, il y a cette approche à la fois très technique pour vraiment prendre la parole et être confiant dans son outil d'expression. Et il y a aussi la partie plus réflexive sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, ou se reconnecter aussi à ses ressources, à ses qualités. Enfin, tous ces outils-là ludiques, je les utilise pour aller sur cette récupération de sens, en fait, de savoir où on en est et qu'est-ce qui a fait qu'on en est là et où on veut aller, en fait. Donc, ça sert aux deux pour moi. Et par rapport à quelque chose que tu viens de dire, où effectivement, on imagine beaucoup savoir poser sa voix, savoir utiliser sa voix dans des choses un peu, conférences, assez techniques, assez... Et moi, je me demande si du coup, c'est pas aussi très en lien avec notre monde digital d'aujourd'hui, où il y a quand même de plus en plus de choses qui passent par la vidéo courte. On le voit via les réseaux sociaux. Hein, les vidéos, elles ont de plus en plus d'impact. Les vidéos super courtes comme les stories, etc., qui ont une grosse part dans la consommation de la cible qu'on peut avoir. Là aussi, c'est hyper important de travailler sa voix parce que finalement, il faut être d'autant plus impactant que le contenu est court et donc il faut savoir le travailler en amont d'une autre façon que quand on prépare une conférence dans laquelle il faut aussi être très impactant mais où on a un peu plus d'espace de parole, quoi. Oui, tout à fait, tu as raison. C'est vrai que c'est deux approches très différentes et le placement de voix, dans tous les cas, il est techniquement différent. Et en effet, il y a à comprendre les codes de ce qu'une forme courte implique dans la façon de s'exprimer. Et j'ai envie de dire, il y a aussi quand même la partie construction du fond. Les formes courtes ont un côté souvent très un peu tranchante, originale ou surprenante. Enfin, donc, il y a un peu quelque chose de droit au but. Peut-être surprendre et ensuite déployer le fond de la pensée, là où la conférence amène plutôt sur une construction d'un discours avec... il y a aussi finalement la même chose, avec une accroche qui va percuter, mais quelque part après le déploiement est plus long. Et c'est sûr que, oui, tu as raison, dans le digital, maintenant la vidéo est assez communément utilisée et donc c'est intéressant de savoir... alors moi, je suis pas forcément une grande adepte des vidéos dans le digital. Enfin, pour moi, le digital, pour l'instant, c'est plutôt des posts. Et je me sens encore assez novice. Mais c'est vrai que je vois bien que c'est des outils très utilisés, en tout cas. Oui, et puis on pourrait tout aussi bien citer le podcast et faire un petit peu d'inception, parler de podcast dans un podcast. Complètement. Mais c'est aussi un média dans lequel la voix est très importante, tant en termes de sonorité que de messages à porter. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, si on raccroche ça avec les compétences, on peut développer quel type de compétences quand on travaille notre voix grâce à tous les outils du théâtre? Eh bien, pour moi, on peut développer des compétences d'improvisation, de créativité et de lâcher prise par rapport à ce qui peut être traversé dans les outils que je propose. Il y a ce côté-là d'expérimenter le lâcher prise, le fait de rebondir aussi avec ce qui vient. Comme dans l'impro, en fait, un des postulats, c'est vraiment de faire avec le présent, avec ce qui vient.
et être en accueil pour ne pas dire non à chaque proposition. Et ça, c'est un vrai entraînement. On peut avoir facilement tendance à dire non et proposer autre chose. Donc, ne pas aller dans le sens de ce que propose la personne avec qui on est. Et ça, typiquement, c'est aussi une façon de s'entraîner à accueillir ce qui vient. Après, pas forcément tout, évidemment, mais en tout cas, d'être plutôt dans une posture de voir les opportunités, de faire avec ce qui vient aussi, pour aller aussi dans le sens des choses qui arrivent et ne pas aller se confronter tout le temps à des portes fermées. Et voilà. Mais en tout cas, il y a aussi ce côté créativité. Moi, par exemple, avant, j'ai fait pendant 16 ans des postes très opérationnels dans la chimie. Donc, ma créativité était, comment dire, étouffée, très, très loin dans mon quotidien. Et je faisais du théâtre déjà en amateur, mais c'est vrai que ce n'était pas une compétence que je me reconnaissais. Et ça a été plus tard où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais cette compétence qui était en moi et que je pouvais l'utiliser maintenant, dans mon nouveau métier d'accompagnement, pour être vraiment justement à faire du sur-mesure, à m'adapter par rapport à ce qui vient et aux besoins de la personne pendant la séance ou la formation. Et c'est vrai que le théâtre amène ça, en fait, peut-être expérimenter la créativité pour des personnes qui n'ont pas du tout l'occasion de le faire. Et pour moi, pour des personnes qui changent de métier ou se reconvertissent ou envisagent un changement, justement, ça permet de se dire, d'avoir peut-être des idées nouvelles aussi pour faire face à ce qui vient et ce qui peut arriver au quotidien, quoi. Des fois, il faut être très créatif. Tu le sais. Et justement, comment toi, tu vois, que ce soit dans ta vie perso ou pro, ce qu'a pu t'apporter le théâtre en termes de compétences et comment tu les utilises dans ton quotidien? Pour moi, il y a eu, je ne sais pas si c'est une compétence, mais en tout cas, l'audace, le courage d'essayer. Parce que c'est vrai que j'étais assez dans un rail de fonctionnement et sans trop me remettre en question. Et en fait, d'expérimenter le théâtre, et justement, ça m'a permis de développer cette compétence, de m'adapter, et en tout cas dans la découverte comme ça et dans l'audace, d'essayer quelque chose de nouveau. Ok. Et est-ce que si on se raccroche justement plus à des compétences concrètes, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être jouer sur sa mémoire, etc. Qu'est-ce que toi, tu citerais comme finalement compétences très opérationnelles, très concrètes? Écoute, après, ça va être pour moi, en compétence la plus concrète, ça va être vraiment l'incarnation de qui on est, avec quelque chose comme ça, de savoir qui on est et être vraiment au clair sur ce qu'on a envie de dégager aussi. Donc, c'est cette connaissance de soi, en fait. Et aussi avoir conscience en compétence des codes aussi de communication, de comment, d'améliorer dans la communication notre perception sur ce qui est non-verbal, ce qui est aussi verbal. Parce qu'en fait, comme tu parles de la voix, on peut se dire, oui, c'est vrai que dans une projection d'un discours, ce qui est important, c'est la voix, clairement. Et en fait, finalement, il y a une grosse proportion qui est plutôt 75%, je crois, qui est dans le non-verbal. Donc, en fait, quand on se parle, le non-verbal prend beaucoup plus d'importance que ce que je vais te dire exactement avec les mots qui vont être utilisés. Oui. Alors, pour le podcast, c'est sans doute différent puisque du coup, il n'y a vraiment que la voix qui est entendue. Mais l'intonation de la voix joue aussi de façon très importante par rapport à vraiment le mot utilisé. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette prise de conscience de ce qu'on porte comme message avec notre corps en entier, en fait. Et je pense que cette compétence-là est intéressante dans la communication qui est souvent, du coup, le cœur de beaucoup de métiers ou en tout cas fait partie d'un besoin dans pas mal de métiers qu'on peut connaître. Donc, je pense que c'est ça le plus important, la communication. C'est vrai qu'on entend souvent dire qu'on entend le sourire, alors que c'est une communication non verbale. On sourit pas, et normalement, il y aurait que la personne en face de nous qui pourrait savoir si on sourit ou pas. Mais on dit souvent qu'on entend les sourires. Ouais, tout à fait. Donc, c'est intéressant. Donc, si on résume un petit peu les compétences que tu nous as citées, l'audace, la connaissance de soi,
la capacité à interpréter, à prendre les choses et à devenir, du coup, à incarner. Voilà, donc ça apporte beaucoup et des compétences qui sont assez profondes parce que voilà, on parle comme ça parfois de si on était resté par exemple sur la capacité à apprendre un texte, à le mémoriser, à le ressortir, voilà. Finalement, là, tu nous as parlé de compétences bien plus profondes. Oui, tout à fait. C'est vrai que rapidement, j'ai pu voir ce que pouvait apporter le théâtre dans ce type de proposition parce que du coup, moi, quand je propose le théâtre dans mes accompagnements, il n'y a plus du tout l'enjeu de production d'un spectacle. Il y a vraiment les outils au service de l'accompagnement de la personne, de son besoin, de la situation, de son objectif. Et donc, ça m'arrive des fois de louer, de prendre un théâtre, de privatiser un théâtre et de faire une des séances dans un théâtre pour qu'il y ait un cadre différent. Et donc, voilà, faire un pas de côté vraiment concret à être ailleurs. Mais par contre, il n'y a plus cet objectif qui est lié au théâtre quand on le fait de façon hebdomadaire et qui a d'autres intérêts et d'autres avantages. Et c'est vrai que le fait d'être dans une situation où c'est au service du besoin de la personne, de son évolution, de sa situation, soit professionnelle ou personnelle, ça enlève tout ce côté qui pourrait être stressant et qui n'est pas forcément la priorité de la personne, et d'aller sur l'exploration de ce que ça peut apporter de façon tout à fait bénéfique et positive, quoi. On arrive déjà presque au bout de notre échange, mais avant de se quitter, quel est le défi que tu nous lances? Ok. Écoute, j'ai réfléchi, puis après je me suis dit, je vais faire quelque chose de simple. Parce que des fois les défis, c'est un peu des injonctions, donc je voulais faire quelque chose de simple. Ce que je propose, c'est d'inviter un moment créatif dans chaque journée qui arriveront, là, par exemple sur la fin de la semaine, qui est un moment créatif dans la journée. Donc, que chaque personne s'autorise ça peut être soit faire un dessin, ou de chanter, ou de clamer un texte en prenant un livre et de se dire je vais le clamer comme ça, on verra. Et s'autoriser un peu de créativité comme ça. Et faire de la photo pour les personnes qui préfèrent. Merci beaucoup pour ce beau défi. J'espère que si certains ont l'audace d'inclure ce moment de créativité, on verra en tout cas les petits résultats qui en ressortiront. Merci beaucoup Sophie d'être venue à mon micro, d'avoir partagé ta vision du théâtre et de sa voix avec moi. Je te dis à bientôt. À bientôt et merci. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.